Une finale, ce n'est jamais un simple match. C'est un choc d'histoire, de style, de trajectoire et de pression nationale. D'un côté, une équipe des Lions de la Teranga du Sénégal qui a appris à gagner, à souffrir et à défendre son statut. De l'autre côté, une équipe des Lions de la classe structurée, méthodique, portée par une génération tactiquement mûre et par une ambition continentale claire. Ce dimanche soir, une seule question se pose. Le Sénégal confirmera-t-il sa domination récente ou le Maroc écrira-t-il une nouvelle page de son histoire africaine? Dans cette vidéo, je te fais une analyse complète autour de la finale la plus attendue du football africain entre le premier au classement FIFA concernant les pays africains et le second au classement FIFA. Incroyable. Qui des deux lions, de Lions de la Teranga du Sénégal et le Lion de l'Atlas du Maroc, va remporter cette finale? Qui va aller chercher cette deuxième étoile entre ces deux grosses nations? Je tiens à rappeler que le Maroc a remporté sa première étoile en 1976. 50 ans après, quasiment, le Sénégal également remporte sa première étoile en 2022, 2021, 2022. Les deux équipes ont actuellement une étoile. Qui ira chercher sa deuxième étoile? Dans cette vidéo, je te fais une analyse complète autour du jeu, de la tactique. Je te donne rapidement le chapitrage. En premier point, on va d'abord faire une mise en contexte de cette finale. On va voir l'enjeu de la finale, mais on va également rentrer en profondeur pour analyser le parcours du Sénégal, mais également du Maroc. Ensuite, également dans le second point, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour analyser, faire une grosse analyse tactique pour voir le style de jeu qui sera adopté par Pape Thiaw et également par Walid Regragui. Et bien évidemment, on va voir des différents duels clés, bien évidemment, de la rencontre. Et on va également voir une autre partie dans laquelle j'ai réservé au facteur mental et surtout à l'expérience qui vont jouer un rôle important et prépondérant dans cette finale. Et bien évidemment, on va voir également un autre point qui est consacré aux différents scénarios de match. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic par rapport à cette rencontre qui s'avère palpitante. Mais mon pronostic, bien évidemment, c'est avec mon partenaire OneXBet qui, avec mon code promo SUPERSEB, vous avez la possibilité de bénéficier de 200% dès votre première recharge. C'est bien évidemment disponible pour tous les premiers utilisateurs. Mais je tiens à rappeler que les paris sportifs sont bien évidemment strictement réservés aux majeurs. Pariez en toute sérénité, ne pariez pas les sommes qui vont vous empêcher de dormir. Et je pense que bien évidemment pour cette finale, les codes sont alléchantes. On va sans doute le voir en fin de vidéo lorsqu'on verra mon pronostic avec mon partenaire OneXBet. Petite page info, pub très rapidement. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder du contenu sur Netflix, ils sont des amoureux de séries comme moi d'ailleurs. Je vous invite massivement, bien évidemment, à contacter les numéros qui s'affichent parce que c'est moi-même d'ailleurs qui le fais. J'ai la possibilité, je permets bien évidemment à certaines personnes j'octroie bien évidemment des comptes Netflix à certaines personnes. Donc, si vous êtes intéressé, contactez les numéros qui s'affichent pour bien évidemment avoir plus d'informations. Mais également pour certaines personnes qui ont l'habitude de créer du contenu, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, Facebook ou d'ailleurs YouTube. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un CapCut professionnel avec bien évidemment des outils un peu plus avancés pour bien évidemment rendre vos contenus assez viraux et rendre votre contenu assez professionnel avec certains outils qui sont à l'intérieur. Et là, bien évidemment, j'octroie également des comptes. Si vous êtes intéressé, contactez les numéros. Il y a également la possibilité d'avoir ChatGPT 5, les gars. ChatGPT Pro, contactez le numéro pour toutes les informations. Je me ferai le grand plaisir de vous répondre et de vous mettre à disposition les différents comptes, que ce soit Netflix, CapCut ou bien que ce soit ChatGPT, quel que soit bien sûr l'outil que vous souhaitez utiliser. Contactez le numéro qui s'affiche et je me ferai le plaisir de vous répondre. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour de cette rencontre entre le Sénégal et cette équipe du Maroc. Donc, commençons d'abord par la mise au contexte très rapidement de la vidéo. On voit d'abord l'enjeu de la finale. Il faut le dire, l'enjeu de cette finale, c'est une deuxième étoile à aller chercher pour ces deux équipes. Une deuxième étoile, je l'ai rappelé dans mon introduction, pour cette équipe du Maroc. Bien sûr, elle est en train d'aller chercher cette deuxième étoile après la finale, après la première étoile remportée depuis 1976. Et 50 ans après, le Sénégal qui a remporté sa finale tout récemment du côté du Cameroun, avec cette finale historique face à l'Égypte, dans une grosse séance de tir au but où elle a pu l'emporter dans cette année 2021-2022. Donc, l'enjeu est clair pour les deux équipes.
L'enjeu, c'est d'aller chercher cette deuxième étoile. Qui ne va pas permettre à l'autre d'aller chercher sa deuxième étoile? Qui va remporter cette deuxième étoile? Je pense que, bien évidemment, les cartes sont jouées. Maintenant, rapidement, essayons de voir l'historique des confrontations entre ces deux équipes. Le Sénégal était dans une équipe composée du Botswana, de la RDC et cette équipe du Bénin. Et le Sénégal a fait son entrée en lice face au Botswana où elle s'est imposée 3-0. Ensuite, il y a eu ce match nul, bien sûr, face à cette équipe de la RDC. Et pour finir, elle s'est imposée, bien évidemment, face à cette équipe béninoise. D'ailleurs, avec ses 2 victoires et un match nul, elle a fini premier de son groupe. Et ensuite, en huitième de finale, le Sénégal va rencontrer cette équipe soudanaise. Un match quand même un peu plus compliqué. Compliqué pourquoi? Plus dans l'entame du match. Le Sénégal va réaliser une mauvaise entame de match. Elle va se faire surprendre par une belle équipe soudanaise emmenée par un joueur, le joueur sur le côté gauche qui a lavé la lucarne d'Edouard Mendy a été incroyable. Donc, le Sénégal va se faire surprendre, mais le Sénégal, avec beaucoup d'expérience, va pouvoir s'imposer 3-1 et décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. En quart de finale, elle va rencontrer dans le début de l'Afrique de l'Ouest cette équipe des Aigles du Mali, dans un match où ils vont finir le match en supériorité numérique. Et bien évidemment, au bout du match, ils vont finir par s'imposer un petit but à 0 en faisant le minimum syndical. Et dans le dernier carré, tout récemment, le Sénégal a affronté cette équipe de l'Égypte. Et l'Égypte qui connaissent très bien, vu qu'ils ont remporté leur première étoile face à l'Égypte en 2021, bon 2022 pour la CAN de 2021, mais également, tout récemment, ils se sont qualifiés pour le mondial du Qatar face à cette équipe égyptienne. Et les deux rencontres, que ce soit l'étoile en 2022 et la qualification au mondial, les deux équipes sont soldées, bien évidemment, sur les matchs nuls et vierges au bout du temps réglementaire. Tout s'est joué, bien évidemment, dans des séances de tir au but. Et là, dans la victoire, dans le match face à cette équipe égyptienne, il faut le dire, c'est une victoire assez rassurante. On a vu une belle équipe du Sénégal, quand même, qui a montré beaucoup de choses assez positives. Au bout, bien évidemment, du match, c'est une victoire 1-0. Dans un match, ils ont complètement dominé tous les débats. On n'a même pas vu cette équipe égyptienne, si ce n'est, bien évidemment, lorsque le Sénégal a mis le seul but de la partie, que, bien évidemment, le coach a essayé de se réajuster. Donc, le Sénégal, il faut le dire, a été convaincant lorsqu'on essaie de voir le parcours. De l'autre côté, c'est une équipe des Lions de l'Atlas qui était dans une poule composée par les Aigles du Mali, par les Comores, les Colonchos, par cette équipe également de la Zambie, des Chipolo-Polo. Donc, il faut le dire, lorsque cette équipe du Maroc rentre dans la compétition, match inaugural, c'était face à cette équipe des Comores, elle s'impose 2-0. Ensuite, il y a le match face au Mali et enfin, elle s'impose, je pense, 3-1, dépendant de le match face à la Zambie. Donc, ensuite, le Maroc va poursuivre son parcours, va arriver dans le huitième de finale, va affronter cette équipe de les Taifa Stars de la Tanzanie. Au bout du match, ils finissent par s'imposer pour décrocher leur ticket de qualification. Un match quand même assez rassurant, même si au bout du match, il y a eu cette mini polémique là, cette mini polémique autour de l'arbitrage, peut-être du penalty qui aurait dû peut-être accorder à cette équipe de la Tanzanie, mais le Maroc ne va pas se déjouer. Le Maroc va poursuivre son élan et va se qualifier pour les quarts de finale. En quart de finale, le Maroc va rencontrer, il faut le dire, cette équipe du Cameroun, des Lions indomptables, dans un match où, il faut le dire, le Cameroun arrivait bien évidemment avec une certaine confiance au vu des performances qu'elle a montrées depuis le début de la CAN. Le Cameroun sort quand même d'une poule de la mort composée du Gabon, de la Côte d'Ivoire, voire du Mozambique. Donc le Cameroun arrivait avec beaucoup de confiance, mais on a pu voir le fin tacticien Walid Regragui qui a déjoué cette équipe camerounaise et a pu l'emporter. Et ils ont complètement dominé les débats. Ils sont imposés 2-0. Et cette équipe des Lions de l'Atlas poursuit son parcours et se qualifie bien évidemment dans le dernier carré. Et là, va affronter cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Le Nigeria, depuis le début de la compétition, qui est la meilleure équipe, il faut le dire. La meilleure équipe en termes, bien évidemment, de potentiel de ce qu'elle montre et de puissance de ce qu'elle dégage. Elle était tellement monstrueuse. On a eu un match palpitant entre les deux équipes. Quand même, les deux équipes sont lancées coup pour coup. Mais il faut le dire, cette équipe marocaine était quand même supérieure au vu des actions qu'elle a proposées. Et pour ma part, je pense que cette équipe nigériane m'a tellement déçu de le match face à cette équipe du Maroc. Et la décision est arrivée quand même, parce que la décision ne s'est pas jouée au temps réglementaire, voire même 30 minutes de prolongation. C'est au bout d'une séance de tir au but avec un Yacine Bounou exceptionnel, auteur de 2 arrêts. Bien évidemment que cette équipe des Lions de l'Atlas, par Enesri qui inscrit le dernier penalty, va décrocher son ticket de qualification pour la finale. Donc, rapidement, voici le parcours de ces deux équipes dans cette finale. On a un haut enjeu. Qui va remporter cette deuxième étoile? Il faut le dire, depuis le début de la compétition, ce sont des équipes qui montrent des visages assez convaincants, des équipes qui assument le statut de favori dans cette rencontre, dans cette CAN, et on va voir ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici la mise au contexte que je voulais partager avec vous. Allons maintenant en profondeur pour voir l'analyse tactique de cette rencontre. Bien sûr, commençons d'abord par cette équipe du Sénégal. Lorsqu'on essaie de voir la
lorsqu'on essaie de voir l'équipe de Pape Thiaw, je prends bien évidemment le match face à cette équipe de l'Égypte. Il faut le dire parce que je vois que c'est quand même une équipe, c'est une équipe titulaire qu'on a là. On voit quand même un 11 titulaire qui a commencé à se dégager du côté de cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Parce que depuis le début de la compétition, Pape Thiaw évolue deux fois avec une tactique en 4-3-3 ou du moins en 4-2-3-1 avec un double pivot. Tantôt c'est Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye, mais ça évolue également au fil du temps. Des fois, comme on a pu le voir, Habib Diarra qui peut s'associer, ou Lamine Camara qui peut rentrer, ou bien l'autre Gueye également de temps en temps qui peut rentrer. Donc, de temps en temps, ça peut changer en fonction des matchs, mais je pense que là, on a un plan de jeu, on a déjà une tactique du côté de Pape Thiaw qui est bien évidemment assez comprise. Donc, je pense qu'il va aller forcément dans cette finale avec un 4-3-3. Peut-être ça sera Habib Diarra ou du moins Lamine Camara. On verra qui sera titulaire dans le match, ou du moins Pape Matar également de temps en temps qui peut également venir s'ajouter avec les deux gays dans le milieu du terrain. On a une défense vu que là également il faut mettre en avant la blessure du côté de Kalidou Koulibaly, bien évidemment, qui est le vétéran de cette équipe. Bien sûr, donc c'est Mamadou Sarr peut-être qui peut s'incruster, ou bien Abdoulaye Seck, on verra entre les deux qui sera préféré, bien évidemment, par Pape Thiaw pour suppléer Moussa Niakate et El Hadji Malick Diouf qui a joué également un rôle important, bien évidemment, dans son duel face à Mohamed Salah. De l'autre côté, Crépin Diatta depuis le début de cette CAN qui est exceptionnel sur son côté. Et au niveau de l'attaque, c'est Nico Jackson qui est toujours là, qui répond présent, même si de temps en temps, il n'est pas à la hauteur des matchs, mais il fait quand même son minimum de temps en temps, en jouant quand même, bien évidemment, de son expérience, de son mini-expérience sur l'attaque, parce qu'on sait que, bien évidemment, il attire des défenseurs autour de lui. Donc, son rôle au numéro 9 là joue un rôle prépondérant. De l'autre côté, Sadio Mané, depuis le début de la CAN, qui répond présent. Il est là, c'est l'individualité forte qui répond présent. C'est quand même le facteur X qui montre quand même, qui a été très attendu, il répond, et c'est lui d'ailleurs qui a mis le seul but de la partie qui permet à cette équipe du Sénégal de décrocher son ticket de qualification pour la finale. Et de l'autre côté, là, il est Mandia, je pense que ça sera sans doute le schéma tactique, ça sera l'équipe type, bien évidemment, de la finale, sauf peut-être au milieu, en tout cas, il y a 3 postes, pour ma part, qui vont peut-être bouger en défense. Ça, c'est Mamadou Sarr ou bien Abdoulaye Seck. Dans le milieu, soit Habib Diarra ou bien Lamine Camara. Maintenant, au niveau de l'attaque, ça c'est Nico Jackson ou Habib Diallo. On verra bien évidemment selon les choix de Pape Thiaw. Donc, rapidement, voici comment le Sénégal va se présenter. Maintenant, je pense que cette équipe du Sénégal, bien évidemment, a un jeu avec un bloc compact et de temps en temps qui peuvent également jouer avec des transitions rapides. C'est une équipe, bien évidemment, qui a un fort potentiel, qui joue avec beaucoup d'agressivité et beaucoup de contre-pressing. C'est une équipe de temps en temps qui a la possession de balle. Donc, ça va être un match vraiment de qui aura la possession de balle dans ce match. Et malheureusement, vu que Kalidou Koulibaly, qui était également un joueur qui apportait également de la verticalité dans ses passes, donc je pense que là, côté verticalité, peut-être ça peut manquer. Est-ce qu'il y aura un joueur qui sera capable d'envoyer des très bons ballons, de distiller des très belles passes comme le faisait Kalidou Koulibaly? Donc je pense que niveau verticalité, peut-être le Sénégal va un peu moins utiliser cette option, peut-être avec des ballons en profondeur, des jeux en contre. Si cette équipe de Maroc également qui a l'habitude d'avoir le ballon, on va bien sûr le voir lorsqu'on va analyser cette équipe de Maroc tout à l'heure. Donc, une équipe du Sénégal, bien évidemment, qui a la capacité également, il faut le dire, de s'adapter en fonction de son adversaire. Donc, c'est une équipe du Sénégal qui s'adapte réellement en fonction de son adversaire. Donc, face au Maroc, forcément, on s'attend, bien évidemment, à une grosse tactique de Pape Thiaw. Je pense que Pape Thiaw va forcément étudier les points forts de cette équipe et chercher à les déjouer. Déjà, il va forcément capitaliser sur les siennes. Donc, c'est-à-dire, il va s'appuyer forcément sur des joueurs de temps en temps, vu qu'on a une défense de temps en temps qui peut jouer, parce qu'on a une défense marocaine de temps en temps qui peut évoluer, qui défend également en avançant. Donc, de temps en temps, ils peuvent laisser des boulevards. Donc, si le jeu en profondeur, en verticalité de cette équipe sénégalaise peut, excusez-moi, si le jeu en verticalité de la part de cette équipe sénégalaise peut apporter bien évidemment de la profondeur, je pense que c'est un jeu majeur qui peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe du côté du Maroc. De l'autre côté, on a une équipe de Walid Regragui, bien évidemment, qui depuis le début de cette CAN évolue avec un 4-3-3. Bon, 4 de peu, peut-être il peut également changer, hein, des fois ça peut être des 4-1-4-1, mais sinon généralement de base c'est un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, bien évidemment. On a un Aguerd qui est bien évidemment combiné avec Massina, vu qu'on sait qu'il y a eu la blessure de leur capitaine. Du côté également, il y a Achraf Hakimi qui est là avec Mazraoui, qui est bien évidemment ceux qui forment la charnière centrale, avec Yassine Bono bien évidemment dans les cages, avec
Bien, en sentinelle, on a le petit El Anaoui, qui est bien évidemment ciblé par El Kanous et Saïbari, qui forment la triplette au milieu du terrain. De l'autre côté, on a Abdé El Zazouli, qui apporte beaucoup de profondeur, de verticalité sur son côté. Même chose pour Brahim Diaz, qui apporte beaucoup de percussion. C'est le facteur X du côté de cette équipe des Lions de l'Atlas, qui d'ailleurs, bien évidemment, je t'ai rappelé, le meilleur buteur de cette CAN. Dans le front, sur le front de l'attaque, on a Aloud Ekabi, qui, avec son génie, peut-être peut encore nous réaliser un retourné acrobatique si il est dans un grand soir. Donc, on a plutôt une équipe des Lions de l'Atlas assez intéressante. De temps en temps, cette équipe des Lions de l'Atlas a un jeu plutôt organisé, strict et collectif, comme je l'ai rappelé, bien évidemment. C'est une équipe qui défend en avançant, un bloc assez compact également, qui a une grosse construction autour d'un Walid Regragui, qui est un fin tacticien, qui est de temps en temps également peut s'adapter en fonction de son adversaire, qui étudie principalement le jeu. Et c'est comme ça qu'ils ont déjoué cette équipe du Cameroun. Ils ont étudié le jeu du Cameroun. Ils ont fait un marquage à la culotte à 2, à 3 contre certaines individualités fortes lorsqu'ils avaient le ballon. Et forcément, au bout de cela, ils pressaient, ils mettaient un contre-pressing assez constant et c'était incroyable. Donc, ils ont également de grosses maîtrises du tempo, il faut quand même le dire, une grosse discipline tactique du côté de cette équipe des Lions de l'Atlas. Donc, on assiste bien sûr on aura deux équipes qui vont arriver dans cette rencontre, qui ont des grosses forces, forcément deux équipes qui vont se craindre, et deux équipes, sur le plan tactique, je pense que la tactique dans ce match, entre deux fins tacticiens, il faut le dire, il faut mettre quand même en avant et accorder beaucoup de crédit à ces deux gros entraîneurs qui sont africains. Le Sénégal avec Papti Aucun, entraîneur local, Walid Regragui, marocain, entraîneur local. Donc deux coachs fins tacticiens qui seront présents au mondial. On va attendre ces deux grosses équipes au mondial pour valablement représenter l'Afrique. Et je pense qu'on s'attend à une finale sensationnelle entre ces deux équipes. Donc, bien évidemment, les duels vont se jouer au milieu du terrain. Je m'attends bien évidemment à la bataille du milieu du terrain qui va remporter. Mais je pourrais quand même donner un avantage à cette équipe du Sénégal. Ils ont un très bon milieu de terrain quand même assez combatif. De l'autre côté, on a quand même un milieu de terrain assez jeune autour de El Kanous et El Naoui. Mais je pense que de l'autre côté, il dit ça, Gana Gueye et Pape Gueye, c'est quand même du lourd. C'est quand même du lourd. Je m'attends à une grosse bataille au niveau du milieu de terrain, mais également à une bataille sur les côtés. Qui prendra l'avantage? Est-ce que c'est les latéraux qui vont prendre l'avantage sur, bien évidemment, les centraux? Quand même, Brahim Diaz est un gros client. Le petit El Hadji Malick Diouf est un gros client avec Brahim Diaz. Est-ce qu'il va pouvoir pocket Brahim Diaz comme il a pu le faire Mohamed Salah? L'autre côté, on a également, parce que attention, là-bas, du côté de El Hadji Malick Diouf, il y a quand même Hakimi. On a un côté droit fort du côté du Maroc. Hakimi, Brahim Diaz, ça va vraiment être un côté à bloquer. Mais avec Sadio Mané, si bien évidemment, il fait des tâches défensives, parce que le début de cette CAN, il supplie, il montre quand même des choses défensivement. Il est dans la récupération, il est dans beaucoup d'efforts, il dépense énormément d'énergie. Sadio Mané répond présent, il est à la hauteur, bien évidemment, de l'événement. Et je pense qu'il va jouer un rôle important sur son côté là-bas. De l'autre côté également, on a également un côté, du côté de Crépin Diatta avec Abdé. Du côté également avec le petit Ismaïla Sarr qui peut également bousculer Mazraoui. On verra qui prendra le duel. Donc, on a des duels de part et d'autre, des duels également au niveau de la défense, au niveau des gardiens, Yacine Bono et Noah Mendy, qui, bien évidemment, va conserver ses cages inviolées, qui va remporter cette deuxième étoile. Donc, on a une grosse bataille tactique, que ça soit dans le milieu du terrain, que ça soit sur les côtés. On a des gros duels. Donc, je pense que les deux équipes doivent s'appuyer sur cela, bien évidemment, pour s'imposer. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour faire l'analyse tactique autour de cette rencontre. Allons maintenant dans un troisième point pour voir le facteur mental et l'expérience qui sont les facteurs indispensables pour une finale, encore plus pour une finale de CAN. J'ai à rappeler que le Maroc, depuis le début de la création de la CAN, le Maroc n'a fait que deux finales. Deux finales de CAN. La première, bien évidemment, c'était en 1976, avec bien évidemment à l'appui la CAN qu'elle a pu remporter, je pense, de mémoire chez elle. Vous me direz, vous me corrigez si je me trompe. La deuxième, c'était en 2004. Malheureusement, elle a perdu la finale de 2004. Mais après cela, le Maroc n'a que fait comme meilleur parcours, juste troisième. On a remporté la médaille de bronze pendant la CAN de 1980. Donc le Maroc, bien évidemment, jusqu'à présent, ça ne sera qu'une troisième finale et un quatrième podium pour cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. L'autre côté, pour cette équipe quand même du Sénégal, c'est quand même, ils arrivent quand même une belle régularité. Là, je ne parle même pas des podiums, je ne parle juste des finales. Pour le Sénégal, c'est une quatrième finale. Quatrième finale pour le Sénégal. La première, c'était en 2002, la finale qui a été perdue.
La deuxième en 2019 face à l'Algérie, du côté de l'Égypte. La troisième en 2021 face à cette équipe de l'Égypte encore, remportée bien évidemment, ou la première étoile de cette équipe du Sénégal. Et là, ça va être la quatrième finale du côté de cette équipe sénégalaise. Donc, le Sénégal, quand même, a une grosse expérience des finales. Je parle même de la génération jeune. C'est une des générations là, autour de ces deux manières qui est des cadres avec d'autres petits jeunes qui sont associés et d'autres petits jeunes également qui étaient présents en 2022 du côté du Cameroun. Il y a quand même une expérience. C'est quand même deux finales, une finale remportée, une autre perdue. Donc, il y a une expérience quand même autour de cette équipe des Lions de la Teranga du Maroc, de la Teranga du Sénégal, qui sont là quand même, qui va forcément jouer un rôle important parce que l'expérience joue un rôle important et prépondérant. Or que de l'autre côté, quand même, il y a une mini-expérience pour cette équipe des Lions de la TAF qui a quand même fait une demi-finale. Cette génération, quand même, a fait une demi-finale du Coupe du Monde. Ils ont fait une demi-finale. Donc, il y a également cette expérience sur le plan international, il faut le dire. L'autre, c'est une expérience sur le plan continental. Donc, on a quand même des expériences de part et d'autre entre deux effectifs qui arrivent prêts, méthodiques, expérimentés. Et je pense qu'on s'attend à une bataille, bien évidemment, incroyable. Maintenant, en parlant de facteurs mentaux qui jouent également un rôle important, je pense que de 1, il faut mettre en action le stress. Le stress dans la finale, attention à la gestion du stress. Attention à la gestion de la pression. Vous me direz dans les commentaires qui, entre le Maroc et le Sénégal, a plus de pression. Je pense quand même que c'est le Maroc. Le Maroc, en étant à la maison, ils ont plus de pression. Parce que le Maroc, dès le début, avant même la CAN, lorsqu'ils savaient qu'ils allaient organiser la CAN, le Maroc s'est instauré, bien évidemment, avec Wael Regragui qui avait dit qu'il vient pour remporter la CAN. Il venait remporter la CAN. Donc, attention à la pression. Parce qu'on a pu voir la pression, je pense dans le match face à la Tanzanie, c'était Tanzanie, non? Oui. Où la pression a pris le dessus, où de temps en temps, il se sent un peu sabordé. Donc, attention à la pression populaire du côté du Maroc, d'où le 12e homme va jouer un rôle important et prépondérant. Depuis le début de cette CAN, c'est le Maroc, bien évidemment, lorsqu'on essaie de checker, je pense qu'il préfère une autre vidéo dans laquelle, peut-être un YouTube Short, dans laquelle je vais revenir sur l'affluence au niveau des matchs. C'est le Maroc qui a eu plus de supporters. Et c'est compréhensible. Plus de supporters dans les matchs. Donc, je m'attends à une finale grandiose. Et pour finir, l'arbitrage. Je mets un accent sur l'arbitrage. Je m'attends, quel que soit l'arbitre qui sera désigné par la CAF, je m'attends à un arbitrage neutre. Je ne veux aucune polémique par l'arbitrage dans cette finale. Non! Aucune polémique. Le Maroc, dans certains matchs, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, ce n'est pas le Maroc qui a été favorisé, ce sont les arbitres qui ont mal arbitré le pays hôte. Donc, je m'attends à un arbitre assez neutre, aucune erreur, même si de temps en temps, l'erreur est humaine, mais aucune erreur avec la VAR. On s'attend au moins à un pourcentage de réussite assez autour de 99%, voire plus, 100%. Donc, bien évidemment, c'est une finale. On ne veut qu'aucune équipe ne soit lésée par une décision arbitrale qui va sans doute amputer, bien évidemment, l'une et va jouer un rôle important et prépondérant. Donc, l'arbitre doit faire plus de clairvoyance, de clémence, essayer d'être concentré et prendre des bonnes décisions, bien évidemment, qui s'imposent. Que ce soit lui, que ce soit son couple, que ce soit, bien évidemment, les gars qui seront dans le camion là-bas, l'arbitrage vidéo. Donc, bien évidemment, la gestion également des temps forts et des temps faibles doivent jouer un rôle important. Et ces deux équipes savent gérer les temps forts et les temps faibles. Donc, j'ai dit, on a une finale grandiose. On a une finale, on a un gros casting dans cette finale. Deux équipes qui ont de l'expérience, je l'ai rappelé, le Maroc, expérience internationale, le Sénégal, expérience continentale. Donc, la gestion des temps forts va être la clé du match. Il va déterminer, va jouer un rôle prépondérant. S'il y a une équipe qui doit s'imposer dans le temps réglementaire, la gestion des temps forts et des temps faibles va jouer un rôle prépondérant. On verra ça bien évidemment autour de mon pronostic. Donc, rapidement, voici ce que je voulais mettre en avant en parlant des forces mentales et de l'expérience. Allons maintenant dans un autre point pour parler du scénario du match, bien évidemment. Pour le scénario du match, je pense que c'est clair. Je m'attends bien évidemment à un match plutôt, il faut le dire, je m'attends à un match plutôt fermé. Je m'attends à un match fermé au début. Je pense qu'au début, les deux équipes vont se craindre, forcément. Donc, forcément, les deux équipes vont essayer de s'observer. Je ne m'attends pas à un match, au début de match, il y aura des fanfares. Non, non, non. Je m'attends à un début de match assez craintif de la part des deux équipes. On va de temps en temps essayer d'attaquer, de temps en temps essayer de titiller. Mais si et seulement s'il y a une équipe qui
ouvre le score, essaie de capitaliser sur l'erreur, le temps faible de l'autre, je pense que là, on va maintenant avoir les carottes qui s'ouvrent. Là, on va avoir la seule façon qu'on peut avoir réellement un match ouvert dès l'entame, ou du moins au bout de 25 minutes de jeu, c'est si et seulement s'il y a ouverture du score. Et l'ouverture du score dans ce match, quelle que soit l'équipe qui ouvre le score, parce que pour ma part, s'il y a ouverture du score, je pense que ça va être une erreur. Je pense que les deux équipes arriveront tellement concentrées que les erreurs ne seront même pas permises. Donc, s'il y a une erreur qui se paye cash par l'autre, ça va déterminer la rencontre et on pourrait assister bien évidemment à une rencontre assez ouverte, forcément, parce que les deux, l'équipe qui va encaisser le but va forcément essayer de se découvrir et ça va laisser des boulevards. Donc, du coup, on va avoir bien évidemment une rencontre assez palpitante. Pour ma part, je pense qu'on a un scénario où les deux équipes vont se neutraliser. Ils vont réellement se neutraliser. Je m'attends réellement à un match fermé avec beaucoup de changements de dynamique. De temps en temps, on aura quand même, parce que je pense que le facteur X qui aura la possession de balle, qui va jouer en contre. De l'autre côté, le Sénégal également peut s'appuyer, bien sûr, sur le contre-pressing de cette équipe marocaine, parce que, comme je l'ai rappelé, ils ont tendance à défendre à 2, sur un marquage à 2, à 3. Donc, avec des joueurs assez techniques qui arrivent à sortir du pressing, ils peuvent aller très vite dans des transitions rapides avec un jeu en verticalité. Et je pense que ça peut être également des clés pour permettre à cette équipe sénégalaise de venir à bout. Donc, voici les clés un peu des deux équipes. Donc, on a des duels, on a des joueurs qui doivent répondre présents parce que dans les grands matchs, les grands joueurs doivent répondre présents et je m'attends bien évidemment à un grand match de la part de ces deux équipes. Donc, rapidement, voici ce qu'il faut dire pour parler des différents scénarios et des clés du match. Rentrons maintenant dans le dernier point pour voir mon pronostic. Et pour parler de mon pronostic, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, c'est avec mon partenaire OneXBet, avec qui, bien sûr, vous avez la possibilité de parier avec mon code promo SUPERSUB pour les nouveaux utilisateurs, de parier, bien évidemment, et de bénéficier de 200% sur votre première recharge. Je l'ai rappelé, bien évidemment, les paris sportifs sont strictement réservés aux majeurs. Pariez en toute sérénité, ne pariez pas des sommes qui vont vous empêcher de dormir. Donc, rapidement, lorsque j'essaie de checker, on peut voir que c'est le Maroc qui est favori, d'après ce qu'on voit. D'après ce que je vois, c'est le Maroc, quand je vois qui va gagner la finale. Le Maroc, ici, c'est côté à 1,56. Le Sénégal est coté à 2,27. Donc, d'après ces bookmakers, je vois que c'est le Maroc qui va favori en termes, bien évidemment, de qui va remporter cette finale. Bon, un peu normal parce que le Maroc est à la maison. Mais sincèrement, pour ma part, au vu, bien évidemment, des dynamiques actuelles et de ce que c'est le continent. Parce que, comme je l'ai rappelé, bien évidemment, en parlant de l'expérience, j'ai dit que le Maroc avait une expérience sur le plan international, en étant, bien évidemment, en arrivant dans le dernier carré de la mondiale. Or que le Sénégal a une expérience continentale, en faisant 2 finales de CAN, une perdue, une remportée, et là la troisième, donc ça va dire quasiment être 3 finales en 4 éditions. Je pense que l'expérience sur le continent est différente, les matchs sur le continent sont différents des matchs à l'international. Donc l'expérience engrangée par cette équipe sénégalaise qui a quand même peu changé est un gros facteur X. Voilà pourquoi pour ma part, j'ai un avis différent de celui des bookmakers. Je partirais plutôt s'il y a un avantage du côté du Sénégal. Je parle d'abord de avantage général. Je n'ai pas encore réellement donné mon pronostic. Je parle d'abord de avantage. Pour ma part, je donne un avantage au Sénégal qui a bien évidemment cette grosse expérience continentale. Parce que les matchs à l'international sont différents. Quand tu affrontes des pays européens, les pays du côté de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, c'est différent que d'affronter sur le continent avec les conditions et les climats qu'on connaît très bien. Donc, l'expérience de cette équipe sénégalaise avec ces 3 CAN, et 3 finales de CAN en 4 éditions, les plus récentes, va jouer un gros facteur X, sachant que l'équipe a peu changé et sachant bien évidemment le potentiel que Pape Thiaw est en train de donner à son équipe. Et je pense que la clé du match également peut être la tactique des entraîneurs. La tactique des entraîneurs est une grosse clé incroyable. Donc, pour mon pronostic, je vois au bout du temps réglementaire, match nul. 0 but partout. Non, quand même un but partout. Parce que je pense qu'il peut avoir des buts. Et je pense qu'il va avoir des buts. Je pense que le Sénégal va marquer. Je pense que le Maroc va marquer. Par contre, je ne sais pas qui ouvrira le score. Mais je pense quand même que le Maroc ouvrira le score. Le Maroc va ouvrir le score. Parce que pour ma part,
si c'est le Sénégal qui ouvre le score, avec la pression populaire, le stress, je pense que ça va être compliqué pour le Maroc. Par contre, je pense que le Maroc va ouvrir le score, le Sénégal va égaliser et le match va se jouer prolongation, tir au but. Je pense que la décision va arriver au tir au but. Maintenant, Yacine Bounou, pire encore face au Niger, a joué un rôle majeur et prépondérant. Il est impeccable dans ses cages. De l'autre côté, Edouard Mendy également a montré que face à l'Égypte, qualification mondiale, il a répondu présent. Cannes 2021, qui s'est passé en 2022, il a répondu présent. Donc, Edouard Mendy également, il est très fort. On va assister à un duel des gardiens choc. Qui va remporter cette finale du côté, bien évidemment, du Maroc ce dimanche 18 janvier 2025? Donne-moi ton pronostic dans les commentaires. Pour ma part, si rapidement je dégage mon favori, comme je l'ai dit, temps réglementaire, un but partout, Maroc qui ouvre le score, Sénégal qui égalise. Si c'est l'inverse, si c'est le Sénégal qui ouvre le score, je pense que c'est plus compliqué pour le Maroc avec la pression populaire. Mais je vois quand même un but partout au temps réglementaire, penalty. Et je pense que cette équipe du Sénégal peut le faire et va le faire. Je pense que le Sénégal va le faire avec l'expérience qu'ils ont. Même si quand même le Maroc nous montre que... Non, je pense que le Sénégal va le faire. Je pense que le Sénégal va le faire. Et le Sénégal va remporter sa deuxième étoile. Rapidement, voici mon pronostic. Donne-moi le tien dans les commentaires avec tous les arguments que je viens de t'apporter. Si tu as un avis différent de tout ce que je viens de t'apporter, tu viens dans la rubrique commentaires, tu me donnes ton pronostic pour essayer de discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.